Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay vous donne accès à un bassin de plus de 180 millions d'acheteurs dans 190 pays. En vous inscrivant au programme, vous ne payez aucun frais d'insertion sur un maximum de 200 annonces par mois et ne payez des frais que lorsque vous vendez vos objets. En faisant partie de la communauté eBay, vous obtenez des trucs et astuces en temps réel, avez accès à de puissants outils de vente et profitez de conseils d'experts. Allez sur ebay.ca/toujours en marche et restez local tout en vendant à l'échelle mondiale. Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui pour le Canada's Podcast, le podcast pour les entrepreneurs partout au Canada. Je m'appelle Sylvie Bougie, j'ai la chance d'être hôtesse pour la province de Québec et je vous parle de la ville de Québec. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Jonathan Lessard, le président et cofondateur de NextApp. Il est d'origine aussi, c'est un Beauceron tout comme moi, donc c'est une fierté de t'avoir à l'émission aujourd'hui, Jonathan. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi de m'avoir invité. C'est un honneur également pour moi. Une des raisons pourquoi je voulais t'avoir à l'émission, entre autres de ton origine de Beauceron, c'est aussi parce que tu fais face à une grande croissance. Là, vraiment, c'est assez exceptionnel. Je voulais voir un peu ta vision là, comme entrepreneur au niveau de ça, comment tu gères ça, toi, dans ta tête d'entrepreneur. Mais avant d'aller là-dedans, j'aimerais que tu me parles un peu de toi et de ton parcours. Yes. Donc, effectivement, un Beauceron de Saint-Georges. En fait, moi, je suis rendu à 28 ans. J'ai débuté dans le domaine, je pourrais dire, en étudiant en technique informatique au Cégep Beauce-Appalaches. Et ensuite de ça, j'ai fait un bac en informatique. Puis, avec deux de mes collègues qui sont maintenant mes associés encore aujourd'hui, Marc-Olivier et Alexandre, on a choisi de prendre la branche profil entrepreneurial à l'Université Laval. Et ça a été là un peu comme le déclic, ce qui a fait démarrer notre projet qui est NextApp, finalement, à l'époque, en 2014. Directement à la sortie de notre bac en informatique. Donc, on a connu le marché du travail, mais ça a été plus sous la forme de stage, travail d'été. On n'a pas niaisé, les gars. On a décidé de se lancer dans le vide directement à la sortie des bancs d'école. Quand tu étais jeune, est-ce que tu savais que est-ce que tu te dirigeais vers le côté entrepreneur ou tu avais l'intention d'être employé, puis c'est comme la force de la vie qui a fait que tu t'es lancé finalement? Oui, bien, inconsciemment, je pense que j'avais toujours le goût de faire un peu de business. Lorsque j'étais jeune, au secondaire, ça a été de vendre des toupies. J'ai fait un peu l'intuition là, de vouloir faire un projet, faire grandir quelque chose. Mais je ne pourrais pas dire officiellement là, que c'était ma destinée, mais c'est certain que c'était quelque chose qui me motivait. Je voyais, j'étais un gars qui a toujours eu soif d'écouter les histoires d'entrepreneurs, des histoires à succès. Puis on en a beaucoup en Beauce, donc j'ai eu la chance d'avoir des amis dont les parents avaient des belles histoires d'entrepreneurs. Puis je me suis nourri de ça et ben, ça m'a comme un peu donné les ailes, je pourrais dire, pour dire ben, pourquoi pas moi. Je sors de l'école, j'ai rien à perdre et j'ai vécu dans le fond, avec mes collègues, on a vécu sur le marché du travail quelque chose qu'on n'était pas capable de trouver finalement. Nous, c'était vraiment tout l'aspect qualité logicielle, élever la barre de qualité logicielle, puis on a gardé ça en tête, puis ça a été un peu notre mission qui encore aujourd'hui est actuelle pour l'entreprise. Mais c'est vraiment parti là, du fait qu'on ne trouvait pas notre compte dans nos emplois, puis on s'est dit ben, pourquoi pas créer la façon dont nous, on peut travailler. OK, c'est hot. Fait que dans le fond, c'est ça, vous partagez vraiment la même vision. Ça, en période de croissance comme ça d'entreprise, là, vous êtes rendu à combien d'employés? Là, on était une quarantaine. Quand on a débuté en 2014, on était seulement les 3 gars. Rapidement, quand on a pu engager un premier stagiaire, on l'a fait. On a toujours essayé de
garder la vision de faire grandir ça, de ne pas rester des travailleurs autonomes finalement. Puis, tu sais, honnêtement, on a été chanceux là, quand on a démarré. On a eu un beau mandat, puis ça a permis comme de nous donner un peu l'étincelle que ça prenait pour démarrer ce parcours-là. Mais par la suite, ça a peut-être été un petit peu plus difficile. Je dirais les 2-3 premières années, là, comme des vrais entrepreneurs qui croient en leur idée, on n'a pas lâché prise, mais disons là, que ça a été un bon challenge qui a nécessité beaucoup de persévérance, puis on croyait en ce qu'on faisait, mais je pourrais dire qu'à l'époque, on était peut-être un peu trop tôt dans ce qu'on amenait. Là. La qualité logicielle, c'est tout ce qui est test automatisé, c'est de bâtir des produits qui vont évoluer à long terme. Puis à l'époque, en 2014, c'était perçu comme un coût supplémentaire faire ça, finalement. Tu sais, c'était ah, mais comment ça va coûter de plus? Puis là, nous, on disait, ben ça va coûter moins cher. On va bâtir quelque chose qui va perdurer dans le temps. On ne va pas tester manuellement à chaque fois le produit qu'on vous bâtit. Les besoins antérieurs vont s'auto-valider à chaque fois. Donc là, on avait beaucoup d'argumentation de convaincre les gens, éduquer les gens face à ça. Puis, est arrivé les années plus 2016-2017 où est-ce que là, il y a des gens qui ont vécu, c'est quoi ça, comment ça peut faire mal de ne pas investir dans du bon développement logiciel, puis de se retrouver 1 million de dollars investis plus tard ou 500 000, puis de dire, bien, il faut recommencer, le château de cartes s'écroule, on ne peut plus avancer au rythme que notre commercialisation devrait avancer. Donc là, le vent a commencé à changer, puis on a eu la chance là, d'avoir des belles entreprises de Québec qui nous ont accordé la confiance. Puis après ça, tout a déboulé. Aujourd'hui, ben là, on n'a plus besoin de convaincre les gens. C'est essentiel de bâtir un produit qui va être durable dans le temps. Donc, Nexap connaît son envol et a doublé, dans le fond, à chaque année depuis 4 ans. Donc, on n'y a pas si longtemps, on était une dizaine, puis là, on est une quarantaine, puis on va dépasser les 50 certainement cette année. Parlant association, justement, comment c'était, là, tu sais, vous avez fait face quand même, justement, tu le dis, des coups un peu durs, de la persévérance. Tu me parlais aussi d'une vision commune que vous aviez. Est-ce que ça a été difficile, des fois, la relation avec les associés? Parce que moi, c'est quelque chose qui me fascine tout le temps, là. Je veux pas, je suis avocate, j'en entends souvent parler des conflits aussi, mais des bons côtés, tu sais, le pour et le contre. Mais toi, comment c'était cette relation-là avec tes associés durant, mettons, cette période-là de charnière, si on veut? Oui, en fait, ça va mettre un peu le ton à toute la business. Nous, on croit beaucoup en des relations de confiance, puis la collaboration, le travail d'équipe, puis ça vient avec tout ce qui est conscience sociale, empathie, vulnérabilité. Puis mes associés avec qui j'ai étudié mon cégep, l'université, on a développé cette proximité-là d'être capable de faire face à des sujets des fois un peu plus chauds, mais qu'on n'a pas le choix de discuter, mais finalement de vraiment clore un sujet, d'avancer puis de passer au prochain. Puis ça, ça a permis de ne pas garder soit les émotions ou de la rancune sur certaines affaires. Donc, on a vraiment très bien passé ce genre d'épreuve-là. Puis, en même temps, ben, quand tu sors de l'école et que tu n'as pas grand-chose à perdre, ben, c'était pas si pire que ça pour nous, malgré le fait. Là, on avait comme le petit rêve d'entrepreneur qui était plus fort que la période qui était plus difficile. Puis on a été longtemps cordonnier mal chaussé. Puis je dirais là, que la convention d'actionnaire, elle avait besoin d'amour et même parfois d'être signée là, pendant un moment. Donc, ça a été une bonne relation de confiance, beaucoup de communication. Vraiment là, adresser chaque petit point au fur et à mesure. Puis ça a fait en sorte là, qu'aujourd'hui, ben, mes associés, je les connais comme le fond de ma poche. Je m'en vais au resto, je sais qu'est-ce qu'ils vont commander, je sais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire dans une conversation. Ouais. On se connaît tellement bien là, que ça a permis de bâtir une relation de confiance qui est extrêmement forte. Ça nous permet d'avancer à travers n'importe quelle épreuve, là, et autant les bonnes que les moins bonnes. Mais honnêtement, je pourrais pas dire que ça a été si difficile que ça. Là. Les épreuves qu'on a vécues, c'était des belles épreuves d'entrepreneurs. Mais vu qu'on était 3, ça aussi, ça a joué en balance. Le poids des défis qu'on pouvait avoir a été bien réparti à chaque fois. Je comprends.
Parfait. Au niveau de la croissance, on parle justement, vous avez commencé les 3, après ça, vous avez augmenté en termes d'employés. Comment ça s'est fait? Est-ce que vous aviez la vision de faire grossir l'entreprise? Puis est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est ça un peu là, votre vision court terme, puis vous avez le couteau entre les dents, puis vous voulez grossir? Ou c'est un peu l'effet que vous êtes victime de votre succès, puis vous avez besoin? C'est l'œuf ou la poule, là, qu'est-ce qui vient, mettons, en premier? Ouais, c'est drôle. En fait, peut-être pas la première année, mais au cours de la deuxième année, les gars, on s'était fait un Trello, un board là, avec des, des objectifs, première année, deuxième année, 3 ans, 5 ans, où est-ce qu'on se voyait. Puis, à l'époque, ben là, c'était vraiment plus des rêves, là, finalement, là, qu'est-ce qu'on avait écrit. Puis, mais ça a été fun de revoir plus tard que finalement, on a tout atteint ces objectifs-là de croissance, là, avec un peu de surprise. C'est que je dirais 50 de chance qu'on se dit c'est la chance, un bon timing, et l'autre 50 ben, on a travaillé fort puis on a persévéré pour l'atteindre. Mais la vision de la business, oui, c'était de faire grandir ça, mais je mentirais si je dirais qu'on n'est pas victime de notre succès. Là. Présentement, on a souvent été en manque de talent, puis on embauche toujours plus de personnes. Aujourd'hui, ce qui se clarifie par contre, c'est toute la mission, les valeurs, c'est très, très puissant à l'interne, puis on veut les conserver malgré la croissance. Donc, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va s'arrêter? Je ne le sais pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut quand même conserver l'aspect qualité logicielle. Ça a été au centre de tout, puis on le sait que ça peut devenir un défi si on grandit rapidement. Donc, on a présentement un produit qu'on est en train de développer, qu'on n'a pas encore dévoilé, mais qui est un peu la recette, la démarche Nexap à travers les années et qu'on va utiliser pour nous à l'interne, mais qu'on va aussi promouvoir, partager à nos clients et des futurs clients. Puis, ça va être vraiment ça le centre, le focus, parce que présentement, on est une entreprise de services. Principalement. Donc, si on veut grandir, il faut embaucher plus de monde. On a toujours eu la soif de bâtir notre propre produit. Puis d'ailleurs, on a investi dans des startups, dans des projets d'autres entrepreneurs. Puis parfois même, on a cofondé des projets, dont SAS Radio. Donc, c'était la soif de bâtir un produit. Donc, pas nécessairement d'être la plus grande entreprise de développement logiciel au monde en termes de personnes, mais plus de laisser notre trace, de laisser notre marque au niveau d'être la référence en matière de qualité logicielle. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada appuie les petites entreprises canadiennes. Allez sur ebay.ca/toujours en marche pour démarrer votre entreprise de commerce électronique. Ah, c'est super. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ce fameux produit-là. Oui, cette année, ça va être dévoilé. Super. Tu parlais justement d'employés, trouver de la main-d'œuvre. Comment tu fais pour la fidéliser, la motiver? Ça, c'est un autre point, moi, qui m'intrigue tout le temps quand une entreprise est justement aussi en croissance. Je trouve que c'est facile de garder une équipe motivée quand c'est une petite équipe, mais tu sais que la proximité est là. Toi, comment tu as fait là, et comment tu fais encore tous les jours pour garder ton équipe motivée et ayant les valeurs justement à bonne place aussi, là? Oui, bien là, de définir comme les valeurs claires, nous, ça a été vraiment comme le professionnalisme, la générosité, la confiance, puis mettre au centre de tout ça la collaboration. Bien, ça, c'est venu comme avec le temps là, qu'on les a mis sur place. Mais ce qui a fait de la différence, c'est la culture d'apprentissage. C'est les gens qui rentrent chez nous veulent apprendre des meilleures pratiques, mais il n'y a personne qui se proclame comme le meilleur ou un héros à l'intérieur de l'entreprise. On n'encourage pas vraiment ça, on encourage plus le travail d'équipe. Puis, ce qui est le fun, ben, c'est quand tu rentres dans les locaux, tu le sens que tu vas pouvoir donner tes idées sans te sentir jugé. Tu vas pouvoir apporter des idées, des innovations, puis tu vas pouvoir t'épanouir et te sentir challengé par d'autres personnes. Je pense qu'il y a un équilibre là, dans tout emploi pour être heureux, là, c'est d'être dans une zone où est-ce que
le travail va être assez difficile, mais pas trop facile, pas trop difficile, mais pour être capable d'être en constant apprentissage. Nous, ça l'a fait la différence. Là. Je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est un challenge en tant que gars de développement d'affaires, parce que j'en fais encore un peu. J'ai mon collègue Patrick qui est au ventre, qui m'aide beaucoup à ce niveau-là, mais de trouver des projets qui vont être motivants pour l'équipe, qui vont permettre d'abreuver la soif d'apprendre là, de l'équipe, ça, c'est un challenge. Mais si je résume, là, la culture d'apprentissage et l'humilité de tout le monde, vouloir collaborer, travailler en équipe, c'est ça qui a fidélisé les gens. Côté recrutement, en fait, où est-ce qu'on s'est démarqué? C'est notre présence dans les universités, surtout l'Université Laval, où est-ce que dans un des cours le cours de qualité métrique du logiciel, on participe au niveau de la correction des cours. Puis c'est une façon pour nous de redonner à la communauté qui est vraiment en lien avec notre mission, mais aussi de cibler les futurs talents qui pourraient venir travailler chez nous. Donc ça a été un beau succès de mon collègue Alexandre, qui encore aujourd'hui est bien impliqué dans le recrutement. C'est un peu la barrière à passer pour entrer chez Nexap. Donc, il s'assure qu'on conserve les mêmes standards de qualité. Puis ça passe par la notoriété qu'on a développée à l'Université Laval. Ben ouais, c'est bon. Là, vous êtes une équipe, vous êtes les 3 fondateurs assez jeunes. Là, j'ai une question d'animatrice, ma tante un peu de 38 ans. As-tu des plus vieux employés ou ton équipe est pas mal toute jeune dans ton âge? La moyenne d'âge, elle doit être autour de 27-28 ans. Moi, j'ai 28, mes associés aussi. Patrick, c'est peut-être notre plus vieux, je ne sais plus, autour de 37 ans, 36, quelques employés dans la trentaine. Là. Mais effectivement, on a une entreprise quand même avec des jeunes talents. Mais en informatique, on a trouvé que c'était plus facile d'embaucher des jeunes talents avec un fort potentiel que des fois de reprendre des gens qui ont des plis dans une expérience quelconque, mais que finalement, aujourd'hui, c'est peut-être plus adapté parce qu'on sait, là, les technologies, ça change souvent, les langages de programmation, les bonnes pratiques, en fait, je peux dire l'art du développement logiciel, parce que c'est comme une science imparfaite, le développement logiciel. Cet art-là, on préfère comme bâtir notre équipe, la former avec les meilleures pratiques que nous, on continue d'alimenter à l'interne. Okay, super. En tout cas, ça se sent, tu as l'air très passionné, juste la façon que tu parles de culture logicielle. Ça m'intéressait, c'est tout dire. T'es passionné, c'est le fun. Ah ben, honnêtement, c'est souvent ça qu'on nous dit, là, on est des passionnés par ça, puis on en mange, là, finalement. Là, fait que aujourd'hui, ça donne qu'on a plus qu'une ligne d'affaires. Principalement, au début, c'était du co-développement qu'on faisait, puis qu'on était en collaboration, comme une extension d'une équipe de développement logiciel existant, de n'importe quel produit ou compagnie. Mais là, aujourd'hui, on a une équipe vraiment complète où est-ce qu'on peut faire du design, on fait des product sprints, qui est comme une façon de déterminer vraiment les besoins principaux. Puis on fait du clé en main, finalement. On fait des projets de A à Z qui va plus loin que la culture de développement logiciel, précisément le code. Là, on préfère, on fait un projet global, mais l'essence, si on a à dire c'est quoi la marque de commerce de Nexap, c'est certain que ça va être les pratiques de qualité logicielle. Là. OK, parfait. Maintenant, on va parler un petit peu plus de Jonathan, l'homme d'affaires, dans ta vie personnelle. Donc, on a parlé beaucoup de Nexap. Je pense qu'on comprend bien qu'est-ce que ça fait. On entend parler beaucoup, les gens peuvent avoir de la misère des fois à concilier travail-famille. On parle beaucoup des cas d'anxiété auprès des entrepreneurs. Donc, c'est des fois le côté un peu plus sombre de l'entrepreneuriat. Moi, j'aime ça en parler un peu puis voir les conseils aussi des gens parfois par rapport à ça. On voit de tous les spectres d'entrepreneurs. Donc, toi, je veux savoir dans lesquels tu vas te situer. Es-tu capable de décrocher, premièrement? Es-tu quelqu'un qui a de la facilité à décrocher ou pas vraiment? Moi, ça fait longtemps que j'étais avec ma blonde, ça fait 11 ans, puis le week-end, là, c'est sacré, c'est un moment où est-ce qu'il faut en profiter, puis moi, je pense qu'il y a toujours moyen de
de donner son maximum dans tout, là, dont les activités de couple et la business. Je mentirais de dire que la passion que j'ai pour ma business, ben, c'est pas toujours dans mon subconscient. C'est très, très, très présent constamment, là, en fait. Mais mon équilibre, moi, en fait, c'est ça. La semaine, je vais travailler quand même beaucoup sur l'entreprise. Quand la journée s'arrête, j'en profite pour passer du temps avec ma blonde, tout ça. Mais il y a quelques soirs que tard le soir, ben, une série de courriels ou prendre de l'avance un peu quand tu es calme chez vous, ça donne un moment pour gagner du temps, là, parce qu'on le sait, on a une liste qui s'allonge toujours de priorités, puis il faut constamment revoir cette liste-là. Donc, je dirais que de par les différents, comment je pourrais dire, les médias ou c'est un sujet qui revient souvent, l'anxiété et tout. Là, je pense qu'on est plus conscient, là, la nouvelle génération d'entrepreneurs, de faire attention à ça. Fait que, je suis conscient qu'il y a un équilibre, c'est important. J'ai la chance d'avoir ma conjointe qui me permet de rester dans cet équilibre-là. Qui veille sur toi. Ouais. Est-ce que tu fais du sport ou as-tu une activité qui te permet aussi de décrocher des fois le mental, là, mis à part ta blonde? Oui, en fait, je dirais, là, le vélo de montagne, là, c'est vraiment un moment pour moi de décrocher totalement parce que faut que tu sois concentré. C'est en limite un sport extrême, là, en fait. Donc, ça a vraiment répondu à mon besoin, des fois, de faire arrêter le petit hamster qui tourne dans ma tête à penser à la business. De dire, ben là, j'ai pas le choix, il faut que je focus sur le sport. Donc, j'aime bien le vélo de montagne. Récemment, je me suis mis au golf. Je suis un sportif de nature. D'ailleurs, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de karaté. Là, puis ça a été, je pense que ça a été là que j'ai développé la persévérance de toujours vouloir continuer. Là. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. Donc, le sport, ça a été quelque chose que j'avais peut-être négligé durant mes études. Puis que là, en tant qu'entrepreneur, ben, je pense que c'est vraiment important d'incorporer pour avoir un bon équilibre. Effectivement. Aimes-tu lire? Est-ce que tu lis des livres des fois le soir, le week-end? Oui, j'adore lire. J'ai un abonnement Audible, donc dans mon auto, j'aime bien écouter des audiobooks. C'est mon petit moment. Là, notre bureau il est sur Versant-Nord dans Sainte-Foy et je reste à Bois-Châtel, fait que le petit 25 minutes, une demi-heure de route que j'ai, c'est le moment où je peux ralentir, commencer à me changer les idées avec un livre. Puis on a toujours la soif d'apprendre des nouvelles façons. Donc, autant des histoires, des biographies de d'autres entrepreneurs que des méthodes de travail. C'est des livres qui m'intéressent. Super, ça. As-tu un livre à nous recommander? Là, présentement, je lis le livre du CEO de Walt Disney, Bob Iger. C'est très intéressant. Mais mon prochain, ça va être Measure What Matters. C'est une méthode présentement qu'on est en train de mettre en place, qui est les OKR, Objective Key Result. Ça a été une méthode quand même reconnue dans la Silicon Valley, chez Google, Microsoft, Intel. Puis présentement, ben, c'est ça qu'on essaie d'implanter parce que ça permet de motiver les gens derrière des objectifs ambitieux, des objectifs inspirants, puis de garder le cap finalement. Donc, je peux le recommander parce que je me le suis fait recommander, mais je ne l'ai pas encore lu. Le livre, en fait, que je recommanderais, c'est The Obstacle is the Way. En fait, c'est un livre qui te fait voir que finalement, justement, toutes les petites embûches, les obstacles que tu as en tant qu'entrepreneur ou même quand tu n'es pas un entrepreneur, mais c'est des obstacles qui vont te permettre de grandir. Il faut le voir finalement comme des cadeaux. Sur le moment, ce n'est pas nécessairement perçu comme un cadeau, mais une fois que tu as comme adopté ce mindset-là, ben, c'est comme si tu étais plus serein avec tout ce qui peut t'arriver. Puis au final, ben là, quand tu regardes derrière toi, ben, tu vois comme un peu plein d'apprentissage de ces obstacles-là que si tu ne les avais pas eus, ben, finalement, tu aurais peut-être stagné où ce que tu es. Donc, The Obstacle is the Way, c'est un de mes livres favoris.
Super. Puis c'est tellement une belle façon de conclure la boucle, je trouve. On parlait d'anxiété, de pression, mais qu'on est capable de voir les obstacles comme quelque chose de justement un apprentissage, quelque chose qui vient avec la vie finalement. C'est une belle façon Ouais. de voir ça de façon positive et enlever un peu de pression. Ouais. Donc, merci de la recommandation. As-tu un mot de la fin, mon cher? Le temps file, il nous reste à peine quelques Euh, secondes. un mot de la fin. Je dirais, plus que jamais, avec tout ce qui se passe présentement avec la pandémie, le COVID, le travail à distance, tout ça, je pense que plusieurs en parlent, le talent. Les talents, c'est ce qui fuel nos business, puis c'est important d'attribuer de l'importance finalement à ça. Puis, je dirais que l'aspect humain, c'est à non négliger. Nous, dans les dernières années, on a investi beaucoup dans des conférenciers qui ont amené justement le Benoît Chalifou qui a amené une conférence sur l'empathie, la conscience sociale, puis tous ces petits aspects-là, finalement, qu'on pourrait prendre pour acquis, d'investir là-dedans, ça paye au final. Tantôt, tu m'avais posé la question comment on fidélise les gens. Moi, je pense que d'être vraiment connecté avec eux, de leur permettre de s'exprimer puis de collaborer avec d'autres personnes. Parce que si on ne l'apprend pas à l'école, tout l'aspect soft skills, là, je dirais, nous, au Nexap, ça a permis de grandir où ce qu'on est rendu, puis ça nous donne le pouvoir de grandir encore plus. Je terminerai en disant les soft skills, c'est important, puis pour nous, ça a fait une grosse différence. Vraiment. Bon, mais merci beaucoup, mon cher. C'était très instructif. Je retiens vraiment, c'est ça, la connaissance au bout de la ligne. Continuer à toujours apprendre davantage, puis connaître son monde aussi, connaître ses associés. Mais merci, très inspirant. Bon succès pour la suite. J'imagine que les gens intéressés peuvent postuler aussi sur ton site web. Donc, bon succès. Et aux auditeurs, je vous dis merci d'avoir été présents à l'émission et je vous invite à la prochaine épisode de Canada's Podcast. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Ce podcast vous est présenté grâce à la collaboration d'eBay. eBay Canada soutient les petites entreprises canadiennes depuis 25 ans. Grâce à son programme Toujours en marche, eBay permet aux PME canadiennes d'entrer dans le monde du commerce en ligne. Ainsi, vous pouvez rester local et vendre à l'échelle mondiale. Visitez ebay.ca/toujours en marche.